Bonjour à tous, il est 13 h et dans l'actualité de ce 21 avril. Le gouvernement ivoirien est en conclave depuis ce matin. Pendant 3 jours, l'équipe dirigée par le Premier ministre Patrick Achi va se pencher sur l'adoption de son programme de travail pour l'année en cours. Les grandes lignes de la feuille de route gouvernementale seront évoquées. Les populations de la circonscription électorale de Hariko-Kahar, Niakaramadougou, Tortilla, commune et sous-préfecture iront aux urnes samedi prochain. Elles seront appelées à désigner leurs représentants à l'hémicycle. Quelques jours avant la tenue du vote, le préfet de la région sensibilise pour un scrutin apaisé. Et puis aux États-Unis, l'ex-policier Derek Chauvin reconnu coupable de meurtre. L'ancien policier blanc de 45 ans était jugé pour la mort de l'Afro-Américain qu'il avait interpellé avec 3 autres agents pour une infraction mineure il y a près d'1 an à Minneapolis. Voilà pour les titres, mais avant de démarrer ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de 1 heure, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo, avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. Le bilan provisoire fait état de 1 blessé léger côté ami, 3 tués et 1 blessé fait prisonnier côté ennemi, ainsi que de nombreux matériels saisis. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. La situation sécuritaire, quant à elle, reste sous contrôle. L'état-major général des armées invite les populations à garder toute leur sérénité et à vaquer tranquillement à leurs occupations, fait à Abidjan le 21 avril 2021, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Au Tchad, après la mort du président Idriss Déby Itno, son fils Mahamat Idriss, un général de l'armée, a pris la tête du conseil militaire de transition. Âgé de 37 ans, le général Mahamat Idriss Déby est un pur produit de l'armée tchadienne. Selon certaines sources, il jouissait d'ailleurs de toute la confiance de son père sur le plan militaire. Et ce message du président de la République, le président Alassane Ouattara, suite au décès du président Idriss Déby Itno. C'est avec consternation que j'ai appris le décès tragique de mon ami et frère, le président Idriss Déby Itno. Je salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel. J'adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au couple, sinon ainsi qu'au peuple frère du Tchad. Que son âme repose en paix, signé Alassane Ouattara. Le premier séminaire gouvernemental de l'équipe Patrick Achi a démarré ce mercredi. Il se tient au palais de la présidence de la République. Pendant 72 heures, les membres de l'équipe gouvernementale actuelle vont présenter le programme d'action prioritaire sectoriel, des plans qui doivent être conformes au programme Côte d'Ivoire solidaire présenté par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo était ce matin au palais présidentiel, avec elle je vous propose de revoir les travaux d'ouverture du séminaire. Nous sommes présentement au palais présidentiel où s'est ouvert ce matin le tout premier séminaire gouvernemental du Premier ministre Patrick Achi. Un gouvernement qui se veut de mission mais surtout de résultats. C'est ce qu'il a indiqué lors de son propos liminaire. Ce gouvernement se donnera tous les moyens de permettre aux populations de jouir de la croissance engrangée par le pays. Autre point important, la présence du secteur privé dans ce séminaire qui tiendra 3 jours. Vendredi, le secteur privé sera reçu pour des discussions en vue d'améliorer les relations avec ce secteur qui reste l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Dans la pratique, chaque ministre, au cours de ce séminaire, viendra présenter 15 minutes durant son programme d'action prioritaire pour les mois à venir. Je vous laisse écouter le chef du gouvernement. Oui, nous l'avons dit, nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultats. Parce qu'il ne saurait être question de faillir dans la réalisation de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Parce qu'il s'agira de propulser définitivement notre pays
au rang des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure avec d'ici 10 ans, et pour le dire très simplement, une majorité d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui appartiendront avec leurs familles à la classe moyenne. Nous restons sur place à Aboulaye Koné, le temps de vous remonter tout le long de cette journée et bien tout ce qui se fera ici. Et voilà, c'était pour vous les précisions d'Alexis Ouedraogo qui était ce matin au palais présidentiel. Le nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a échangé avec ses pairs conseillers. C'était hier mardi au siège de l'institution au Plateau. Une rencontre au cours de laquelle le docteur Eugène Akaawele a défini ses priorités et pris des engagements. C'est un compte rendu signé Eric Goré. Il est désormais aux commandes du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nommé le 6 avril dernier, Akaawele, le nouveau président de cette institution, se dit prêt à assurer ses nouvelles fonctions avec engagement. Il a fait savoir lors de son premier discours tenu devant l'ensemble des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. L'ancien ministre de la Santé a présenté sa vision, non sans rendre hommage à ses prédécesseurs. En jetant un regard rétrospectif sur notre chambre consultative, il apparaît nécessaire, il apparaît clairement que celle-ci a bénéficié des compétences et des qualités de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes. Ceux-ci ont en effet su apporter leurs précieuses contributions en formulant des avis utiles et pertinents qui ont appuyé l'action du gouvernement dans sa quête sans relâche de progrès pour notre nation et de bien-être pour ses braves populations. Ces braves populations sont devenues de plus en plus exigeantes. Et Akaawele en est conscient. C'est pourquoi il demande la contribution de tous les conseillers pour atteindre ces objectifs. C'est dans la concorde et avec la participation effective de tous que nous parviendrons à apporter notre pierre à l'édifice national. Les questions environnementales avec l'érosion côtière et le réchauffement climatique, de même que la déforestation, les préoccupations du milieu agricole afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agriculteurs et de permettre une diversification de leur production, l'amélioration de l'outil de travail des paysans, mécanisation de l'agriculture et la sécurisation des terres agricoles. Des idées partagées par l'ensemble des conseillers. Tout ce qui a été dénoncé, et nous pensons que, comme il a indiqué lui-même, que c'est vraiment la continuité. Et comme tout s'inscrit dans la vision du chef de l'État, nous pensons que le travail va se faire. Mais aussi féliciter le nouveau président pour sa nomination, parce que c'est un parcours qui indique le chemin de l'excellence, le chemin du travail bien fait et le chemin de tous ceux qui participent au développement de la nation. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une assemblée consultative dont la mission est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique sociale. On parle maintenant du Ramadan Hégire 1442 ou encore 2021, avec notamment la traditionnelle remise de dons du président de la République au COSIM et à la communauté musulmane. Il s'agit de dons essentiellement constitués de sucre, de riz et de numéraire. Ils ont été remis par le conseiller spécial du chef de l'État chargé des cultes et des affaires sociales à la grande mosquée de Trècheville. On regarde le film de la remise avec Koné Pargassoro. Siège du COSIM situé à la grande mosquée de Trècheville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Drissa Koné, remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées
à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au cheikh Ali Ouattara. Kone Drissa, profitant de l'occasion, a exhorté les hommes de Dieu et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM, qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci à M. le Président de la République. Que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prière pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ramadan toujours, le royaume de l'Arabie Saoudite marque sa solidarité avec la Côte d'Ivoire. Il vient d'offrir 75 tonnes de dattes à la communauté musulmane de notre pays. À travers ce don, les autorités saoudiennes traduisent leur engagement pour la paix, le partage, le pardon et la cohésion tels que recommandés par l'islam. Michel Digré. Fruits aux multiples vertus nutritionnelles, les dattes constituent une prescription du prophète Mahomet et sont qualifiées de fruits du paradis. Le roi d'Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz offre 75 tonnes de dattes aux musulmans de Côte d'Ivoire en cette période de carême. C'est l'ambassadeur saoudien accrédité en Côte d'Ivoire qui a remis ce don au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Kamara rappelle la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays. L'engagement constant du gouvernement saoudien aux côtés du peuple ivoirien s'exprime à des degrés divers, notamment sur le plan religieux, avec l'augmentation significative du quota des Ivoiriens candidats au pèlerinage à la Mecque, dont le nombre est passé de 9 000 en 2019 à 10 000 en 2020 d'une part, et à l'admission de la Côte d'Ivoire sur la liste très restreinte des pays éligibles à l'initiative du programme Route de la Mecque pour faciliter les conditions d'accomplissement du 5e pilier de l'islam pour nos compatriotes. D'autre part, sur le plan économique, l'appui du Fonds saoudien de développement a permis la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures socio-économiques en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont résolument engagés sur la voie de la diversification de leur coopération économique et politique. En témoigne l'accord 4 signé entre les deux pays le 5 février dernier à Abidjan. Autre chose à présent, selon les statistiques de la Direction générale des impôts, 98% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des PME. Elles contribuent en moyenne à 20% de la richesse nationale et emploient plus de 24% de la population active du pays. Des entreprises de petite taille qui demeurent pourtant confrontées à des difficultés financières, des difficultés qu'elles tentent de compenser en se tournant vers des associations ou encore des fêtières. Dans ce numéro d'Eco Plus, Chèque connaît du service économie s'intéresse d'une part à l'impact réel de ces fêtières sur leurs adhérents que sont les PME et d'autre part à la crise de leadership qu'elles se livrent entre elles. Reportage. Derrière la façade de cette fabrique de 400 mètres carrés se trouve une petite et moyenne entreprise, celle d'Alimata Koulibaly spécialisée dans l'agrotransformation. Voilà maintenant 12 ans que l'aventure entrepreneuriale d'Alimata a débuté non sans difficulté sur toute sa chaîne de valeur, de la transformation au financement, en passant par la commercialisation de ses produits. Il y a une autre commande pour le mois de Ramadan qu'on doit livrer demain. Est-ce qu'on pourra? Non, demain, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Face aux obstacles de démarrage, elle choisit de s'affilier à une fêtière de PME. Il y a de cela 10 ans, l'agrotransformation n'était pas aussi vulgarisée comme on le voit aujourd'hui. Mais je sentais que c'était un projet d'avenir. Il est innovant, donc en restant seul, on est isolé. Pour adhérer à ce groupement, Alimata a fourni, en plus de son agrément d'exploitation, un droit d'adhésion qui oscille entre 200 et 500 000 francs CFA en fonction des fêtières. L'avantage d'être dans une fédération, c'est de surtout avoir les informations.
Ces informations, Inès Kouakou, gérante d'une PME dans l'édition, dit les avoir sans pour autant adhérer à une association de PME. Elle n'en voit pas l'utilité. La PME en Côte d'Ivoire se débat au quotidien, fêtière ou pas. Donc, tant qu'à y faire, je préfère en tout cas, avec nos propres efforts, essayer justement de sortir, on va dire, de l'abîme ou bien de pouvoir se faire une place au soleil. L'entreprise d'Inès a 10 ans d'existence. Son projet entrepreneurial, elle a porté de bout en bout, seule, sans l'aide d'une fêtière. Enfin, c'est peut-être un regard de loin, mais je ne vois pas exactement ce qu'ils font pour aider véritablement les petites et moyennes entreprises à émerger. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'écosystème des PME est très dynamique, mais le foisonnement des associations ou groupements avec des objectifs aussi divergents que multiples retarde le développement de ces entreprises. Ces dernières années, on en dénomme environ 8 qui disent tous défendre la cause des 90 000 PME recensées officiellement sur le territoire national. Il s'agit de la Fédération ivoirienne des PME, le Mouvement des PME, le Groupement des acteurs fédérations et assimilés, GAFA, la Confédération générale des PME et la dernière née, la Plateforme unique des PME. La liste n'est pas exhaustive, une floraison dont la pertinence des actions est diversement interprétée. Comment on peut justifier qu'il y ait autant de fêtières qui gèrent la PME? Et si ces fêtières-là se justifient, pourquoi on a autant de problématiques que la PME n'arrive pas à régler? Parce qu'une fêtière est censée apporter à ses adhérents au moins un minimum d'accompagnement. Accompagnement pour lever du crédit, accompagnement pour la négociation même sociale, pour pouvoir réduire les impôts ou l'impact de l'impôt. En 2014, une loi d'orientation a été adoptée par le Parlement pour renforcer le cadre légal et juridique des PME. Bien avant, c'était la mise sur pied du programme Phoenix conçu pour le développement des PME sur la période 2015-2020. Il était doté d'un montant global d'environ 96 milliards de francs CFA. À ce jour, les petites et moyennes entreprises ont-elles réellement tiré profit de ces outils? Pour les acteurs de l'écosystème, le manque de synergie entre les actions des associations et la pluralité des interlocuteurs a fragilisé l'impact réel de ces mesures. Désiré Conan, chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années, fait partie de ceux qui réclament une nouvelle approche. La PME qui s'installe a simplement besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement ne se retrouve pas forcément dans les fêtières. L'accompagnement se retrouve dans la qualité des accompagnants qu'on a. Et donc, l'État doit s'atteler à organiser un réseau d'accompagnants de belles factures qui est capable d'adresser les problèmes de la PME. Pendant qu'il est réclamé un nouveau paradigme pour la prise en compte réelle de l'encadrement des PME, depuis 8 mois, une crise larvée est ouverte entre deux des plus importantes fêtières, la FIPME et la Plateforme unique des PME. On a l'impression qu'aujourd'hui, la grande bataille, c'est de pouvoir contrôler les moyens pour pouvoir accompagner globalement les PME. Mais le problème ne devait pas être à ce niveau. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les moyens qu'on met à disposition bénéficient à la PME. D'où vient le problème? Un protocole d'entente signé le 22 septembre 2020 annonçait la création d'une plateforme unique des PME, une initiative à l'origine de la polémique. Le ministère nous a plusieurs fois invités à son bureau pour nous demander de marcher cette plateforme. Mais je dis quelque part non, simplement parce que cette plateforme, sur le plan des tests législatifs, des tests qui la réglementent, n'est pas conforme à ce qui existe. Ce n'est pas possible d'aller dans un système qui n'est pas conforme à la loi. Regardez au Nigeria, vous avez le Nigerian Manufacturing Association. Ils sont puissants. Allez au Maroc. Mais parce qu'ils ont décidé d'être tous dans, dans le même groupement pour réfléchir, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc nous, il n'y a pas de guéguerre. Nous demandons simplement qu'ensemble, nous puissions nous retrouver pour aborder les vrais problèmes des PME. Une guéguerre jugée contre-productive pour l'écosystème des PME qui fait déjà face à plusieurs problématiques sans issue. Ces fédérations ne sont pas là pour elles seules. Elles sont là pour accompagner les PME. Tant qu'il y a une guéguerre, nous sommes pénalisés. Donc vraiment de grâce qu'ils se mettent ensemble. Saisi du dossier, le ministère de la promotion des PME, pointé du doigt à tort ou à raison, manœuvre entre les différents protagonistes pour une sortie de crise. Au niveau du ministère, nous, on n'a pas de parti pris. Nous travaillons pour qu'il y ait l'unité, l'union dans l'action que nous voulons mener. Et ce que le ministre recherche, c'est plutôt l'unité, la cohésion pour être crédible. Parce qu'à plusieurs, on parle
avec plusieurs voix, on ne sait pas qui écouter. 98% des entreprises formelles recensées sur le territoire national sont des petites et moyennes entreprises. Elles emploient plus de 24% de la population active du pays. Un vivier inestimable pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Parler d'une seule voix pour adresser efficacement leurs difficultés est, semble-t-il, l'ultime issue pour les rendre plus compétitives. PME, petite et moyenne entreprise que pèsent les fêtières, un dossier de Cheikh Aboubacar Koné à retrouver sur RTI 1. La Poste de Côte d'Ivoire renforce son parc d'engins à 2 roues. Elle vient de réceptionner des 50 motos pour la distribution de colis dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le don est le fruit d'une convention de partenariat signée entre la Poste et une entreprise privée de la place. Le reportage de Mamadou Kouassi à retrouver dans nos prochaines éditions. Plusieurs communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays ont été plongées dans l'obscurité dans la soirée du 20 avril. Une perturbation sur le réseau haute tension due à une panne à la centrale de production d'Azito. La CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, déploie en ce moment les grands moyens pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Une situation sur laquelle la rédaction de RTI 1 reviendra dans ses prochaines éditions. On fait à présent le point de la situation sur la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mardi 44 nouveaux cas sur 1767 échantillons prélevés, 38 guéris et 1 décès. À la date du 20 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 45 614 cas confirmés, donc 45 199 personnes guéries, 275 décès et 140 cas actifs. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. On continue à parler de santé avec la Société de gynécologie de Côte d'Ivoire qui se rapproche de ses membres. Après Aboisseau et Daloa, c'est la ville de Bondoukou qui a vu l'installation de son point focal pour le compte des régions du Gontougo, du Bunkani et du Juablan. Elle entend, à travers ces différentes actions, participer au renforcement de capacité de ses membres afin de réduire à terme le taux de mortalité maternelle et infantile. Les explications de Mamadou Kouassi. Améliorer davantage la qualité des soins et les indicateurs de la santé de la reproduction, tout en réduisant le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'est l'objectif que s'est assigné la Société de gynécologie d'obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI. Cette structure corporatiste a désormais une représentation dans l'est de la Côte d'Ivoire. Point focal de la SOGOSI à Bondoukou, pour le compte des régions de Bunkani, du Gontougo et de l'Indéné Juablan. Dr Sermé Siedou a pris l'engagement de travailler afin de rapprocher davantage sa structure de la population. Le couple mère-enfant est au cœur de toutes les politiques actuellement. Et ce que je peux dire à mes collaborateurs et mes collaboratrices surtout, c'est de se mettre au travail et de tout faire pour ne pas que des femmes qui viennent donner la vie, vraiment laissent leur vie. Ce n'est pas normal. Donc nous devons vraiment travailler ensemble pour pouvoir arriver à réduire le taux de mortalité néonatale et infantile. Le président de la SOGOSI, professeur Serge Boni, s'est réjoui de l'installation d'un point focal dans la région de l'Est de la Côte d'Ivoire. Une installation qui viendra favoriser la formation des membres et améliorer davantage la qualité des soins obstétricaux. Avec un engagement, une détermination et une conscience professionnelle plus élevée, nous allons certainement améliorer la qualité des soins et ainsi les indicateurs de la santé de la reproduction dans les régions du Gontougo, Bunkani et Indéné Juablan. Avant cette installation, les sages-femmes membres de la SOGOSI ont été instruites sur plusieurs thématiques, notamment la prise en charge des infections à voie basse et hémorragie du post-partum. La section SOGOSI de Bondoukou constitue la 10e installée depuis 2 ans. Cette structure regroupe 400 gynécologues obstétriciens et 2000 sages-femmes.
À la rencontre de l'opportunité, c'est le thème de la première édition de la journée de l'emploi. Pendant 3 jours, 3000 étudiants et une trentaine d'entreprises se sont réunis dans une université de la place. Objectif, créer des opportunités réelles d'emploi pour les étudiants. L'éclairage de Jean-Marc Gadji dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le scrutin législatif sera repris dans la circonscription 097. Il s'agit de la localité de Harikoka, Niakaramadougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Le vote se déroulera le samedi prochain, une occasion pour le préfet du département de Niakaramadougou de tout mettre en œuvre pour un scrutin paisible. Kader Sogodogo. Matene Ouattara, préfet du département de Niakaramadougou, rencontre les sous-préfets et les responsables sécuritaires de sa zone de compétence. Un seul point à l'ordre du jour, la sécurisation de la campagne électorale et du scrutin du 24 avril 2021. Cette rencontre fait suite à celle d'avec les candidats et les chefs traditionnels. Depuis hier, nous avons entamé les réunions de sensibilisation. Nous avons rencontré les différents candidats. Nous avons encouragé, leur demandé d'utiliser le bon ton pour parler à la population, de tout mettre en œuvre pour que nous ayons une élection apaisée dans le département. Ce matin, j'ai demandé aux forces de l'ordre de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de cette élection-là. Le scrutin du 6 mars 2021 n'a pu se tenir dans cette circonscription suite au décès d'une candidate, Penyankwa Ouro. La campagne, qui s'est ouverte ce 20 avril, se refermera le 22 avril. Le scrutin est prévu pour le samedi 24 avril 2021. Et je vous le disais, il y a quelques instants, la Poste de Côte d'Ivoire renforce son parc d'engins à 2 roues. Elle vient de réceptionner 50 motos pour la distribution de colis dans le district d'Abidjan et dans l'intérieur du pays. Le don est le fruit d'une convention de partenariat signée entre la Poste et une entreprise privée de la place. Le compte rendu de Mamadou Kouassi. 50 motos toutes neuves à la Poste de Côte d'Ivoire. Des engins pour améliorer le service postal, mais surtout pour se rapprocher de la population à travers le service de distribution. Ces 50 motos constituent un don d'un partenaire privé de la place. Il s'agit pour lui de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. Un geste qui vient soulager le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Isaac Nyamba-Yao soutient que ces motos vont renforcer la nouvelle politique de la Poste de Côte d'Ivoire, celle de la rendre plus dynamique et plus proche des populations et créatrice d'emplois. Aujourd'hui, je n'ai plus de complexe de rester dans une localité, la sous-préfecture par exemple de Aboudé, et puis de commander un produit sur Internet et puis de me faire livrer dans cette belle localité. Ça veut dire que chacun et chacune de nous a la possibilité, en tout cas, de recevoir soit du courrier, soit un colis, soit un paquet, mais aussi de recevoir un document administratif, puisque pour la petite information, la Poste de Côte d'Ivoire a mis en place un portail www.document.ci qui est une plateforme en Côte d'Ivoire qui permet à tous les citoyens de commander des pièces administratives, de payer avec les moyens de paiement en ligne, des solutions de mobile money et de se faire livrer soit à domicile, soit à un bureau de poste qu'ils auront choisi. Le représentant du ministre de l'économie numérique a salué ce partenariat naissant. Il invite d'autres structures à imiter cet exemple. Et on termine avec l'actualité hors de chez nous. La République démocratique du Congo et l'Ouganda s'affrontent de nouveau et pour une dizaine de jours devant la Cour internationale de justice. En 2005, cette Cour de l'ONU avait déjà déclaré l'Ouganda coupable d'ingérence dans l'est de la RDC, une partie du territoire congolais occupée par l'armée ougandaise entre 1998 et 2003. La RDC réclame plus de 13 milliards de dollars. Kinshasa estime que du seul fait de l'Ouganda, 400 000 personnes ont perdu la vie et 1730 viols ont été perpétrés.
Aux États-Unis, après une journée de délibération, les 12 jurés du procès de Derek Chauvin l'ont reconnu coupable du meurtre de George Floyd. La nouvelle a été accueillie par une explosion de joie devant le tribunal de Minneapolis. Derek Chauvin, qui comparaissait libre, a été conduit menotté pour être incarcéré. Dans les rues de Minneapolis aussi, les centaines de manifestants se sont réunis pour célébrer le verdict. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Une édition à revoir sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à 13h.